Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et suite de votre rendez-vous économique, et quels sont les sujets qu'on va aborder ce matin dans Osez investir, mon cher Thomas? Maxime, épargner ou rembourser ses dettes en premier, quelle est la bonne attitude à adopter? Je vais vous donner des éléments de décision dans un instant. Et parler d'argent dans le couple, un sujet sensible, souvent tabou, voire compliqué, et même quelquefois explosif. Et pourtant, c'est un mal nécessaire. Pour en parler, nous sommes avec Marie-Laïa Simon, qui signe aux éditions Erol un ouvrage clair et très concret sur le sujet. Rien que le titre vous donnera le menu. Ils vécurent heureux et prirent un compte commun. Et Olivier Malteste, notre expert en marché financier, qui va nous parler des débats à l'Assemblée sur le budget 2026. Il va nous dire ce qui l'a passionné dans ces débats, affleurés, à peine mouchetés. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Et le conseil de la semaine, mon cher Thomas, je crois que ça concerne beaucoup de gens qui nous écoutent. C'est une question qu'énormément de personnes se posent quand on commence à gagner un tout petit peu d'argent. Est-ce qu'il faut mieux se constituer une épargne ou rembourser ses dettes en priorité? Alors Maxime, c'est un dilemme classique que beaucoup de personnes effectivement se posent. Et la première règle, c'est de regarder le coût de sa dette d'abord. Une dette avec un taux élevé, un crédit conso, une carte de paiement, c'est comme un feu qui brûle votre argent. Dans ce cas, on rembourse le plus vite possible parce que chaque mois qui passe va vous coûter quand même assez cher. Mais en parallèle, je conseille quand même de garder de petits matelas de sécurité, même modestes, juste pour éviter de replonger dans le crédit au moindre imprévu. Donc je vais pas faire du Emmanuel Macron, mais ça veut dire qu'on peut faire du en même temps sur ce sujet? Eh bien oui, et surtout sur ce sujet. On met un peu de côté pour les coups durs et on concentre le reste de ses dettes les plus chères. Et puis il y a l'autre cas, quand vos dettes sont bon marché. Un prêt immobilier à taux bas, par exemple, là rembourser par anticipation n'a pas toujours de sens. Dans ce cas, l'épargne peut travailler plus efficacement sur le long terme, surtout avec des placements sécurisés ou des investissements réguliers. Et psychologiquement, ça doit jouer aussi, parce qu'on imagine que certains veulent juste un peu respirer en se débarrassant de leurs dettes. Oui, et c'est très humain. On sous-estime souvent l'effet mental d'un crédit qui pèse. Si rembourser apporte de la tranquillité, c'est un critère quand même à prendre en considération. Mais l'idée clé, Maxime, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse à cette question. On s'adapte à son taux, à sa situation et à son rapport aussi avec l'argent. L'essentiel, c'est d'éviter les dettes coûteuses et de garder assez d'épargne pour ne plus jamais y retourner. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Alors là, c'est un sujet plus que sensible, mon cher Thomas. Nous sommes avec Marie-Laïa Simon, autrice d'Ils vécurent heureux et prirent un compte commun, le guide pour gérer ses finances en couple sans trop se faire avoir. C'est aux éditions Erol. Bonjour Marie-Laïa Simon. Alors, je montre à la caméra, pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou sur la chaîne YouTube, l'ouvrage que vous venez d'écrire. Moi, ma première question pour vous ce dimanche matin, pourquoi est-ce si difficile encore aujourd'hui de parler d'argent dans un couple? Je croyais que c'était désinhibé maintenant. C'est pas vrai? Pas tant que ça, malheureusement, parce qu'on garde un vrai sujet de tabou quand même, l'argent déjà de base dans notre société. Mais en plus, quand on est en couple, ça rajoute une couche parce qu'il y a énormément de clichés autour de l'argent, notamment sur la peur de se faire piquer son argent ou d'être vénal. Et donc, ça cristallise beaucoup de problématiques et de conflits autour de ces sujets-là. Alors vous expliquez qu'en matière d'argent à deux, l'égalité n'est pas toujours juste. En quoi vous faites la différence d'ailleurs entre l'équité et l'égalité? En quoi l'équité justement est-elle plus pertinente? En fait, faire l'égalité, c'est purement mathématique. On va tout diviser à 50-50. Aujourd'hui, ça a été démontré que quand on partage nos dépenses à 50-50, ça a été démontré qu'on appauvrit en fait le couple et la personne qui a le plus petit revenu, parce que finalement on va avoir tendance à aligner le revenu et les dépenses du couple sur celui qui gagne le plus. Exactement. Ouais. Et finalement on se rend compte que la personne qui gagne moins va avoir du mal à enchaîner et à suivre. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à privilégier d'être plutôt équitable et de faire en sorte
de dépenser à la hauteur de ses moyens. Alors, vous insistez quand même beaucoup dans votre ouvrage sur le principe de l'autonomie financière. Pourquoi faut-il garder un compte ou une épargne personnelle, même lorsqu'on partage sa vie avec quelqu'un ? Ça, c'est un sujet de liberté. C'est très important d'avoir son propre argent, d'avoir la possibilité de faire ce qu'on veut avec son argent à soi et de choisir quand on veut rester ou partir. C'est très important de garder ça. Alors, soyons très concrets. Du coup, le compte commun, bonne ou mauvaise idée ? C'est une bonne idée, mais il ne faut pas se limiter à un compte commun. C'est très important d'avoir ses comptes personnels et des comptes communs supplémentaires, parce que comme ça nous permet à la fois de dépenser en commun et de financer ce compte commun depuis nos comptes personnels et de garder à la fois son autonomie et sa liberté, mais tout en partageant des dépenses qui sont nécessairement communes. Alors, si on met un compte commun en place, quelles sont les limites ou les erreurs les plus fréquentes que vous avez pu observer sur le sujet ? Alors, la première chose, c'est de virer tous ses salaires sur le compte commun directement. Ça, je pense que c'est une erreur, parce que malheureusement, on va avoir tendance à ce que on limite en fait la notion d'argent personnel, et ça c'est un problème, puisque du coup on n'a plus la notion de liberté dans ce qu'on veut faire et dans nos dépenses. Quand tout est en commun, mécaniquement ça veut dire que toutes les dépenses qu'on fait dessus sont communes. Et le problème de ça, notamment, c'est sur l'épargne, parce que finalement on ne sait pas exactement ce qui est de l'ordre de mon épargne versus ton épargne, et donc on est limité dans les choix, on est obligé de se mettre d'accord constamment. Alors vous décrivez aussi plusieurs modèles de gestion à deux, le tout commun, le proportionnel, les pots thématiques, etc. Comment un couple peut-il identifier le format, le modèle de gestion qui lui correspond le mieux ? Premièrement, c'est d'en parler, et puis ensuite de regarder ensemble ce qui est de l'ordre de leurs valeurs. Moi, ce que j'ai remarqué, j'ai testé toutes les organisations financières en couple, et aucune n'était vraiment satisfaisante, parce qu'elles avaient toutes des limites. Donc on en a parlé, quand on est tout en commun, c'est pas terrible. Le 50-50, ça a été prouvé que c'est un appauvrissement assez clair. Ensuite, ce qu'on voit partout, c'est le prorata, c'est-à-dire de dire qu'on va déplacer et partager les dépenses à la hauteur de nos moyens. Malheureusement, ça, c'est assez insidieux, parce que sur le long terme, on ne se rend pas compte que le plus petit revenu continue de payer des charges communes. Même si elles sont au prorata, elles restent assez élevées, puisqu'elles sont souvent alignées sur le niveau du revenu supérieur. Et donc, on vit souvent au-dessus de ses moyens quand on vit avec quelqu'un qui a un plus haut revenu que nous. On va aussi avoir nos charges personnelles qui sont, elles, les mêmes pour tout le monde, le téléphone, le coiffeur, le transport, etc. Et ensuite, à la fin du mois, malheureusement, une fois qu'on aura dépensé tout ça, il ne va pas forcément nous rester suffisamment de reste à vivre pour faire commun et avoir des projets personnels ou en couple comme son conjoint. Et c'est là où ça pose problème, parce que finalement, c'est quand on ne sait plus comment faire commun quand on est à deux, et quand on se rend compte qu'au sein du couple, on n'a pas les mêmes capacités et les mêmes pouvoirs à la fin du mois, c'est là où les frustrations peuvent arriver. Alors justement, vous faites aussi dans votre ouvrage un point très clair sur les différents statuts du couple, union libre, pax, mariage. Quelles sont les conséquences méconnues que ça peut avoir sur les finances du couple ? Alors, je ne sais pas si elles sont méconnues, mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'on ne va pas s'engager de la même manière, et on ne va pas gérer nos finances de couple si on est en union libre, pacsé ou marié, et suivant même notre régime matrimonial. Je vous donne un exemple. Un truc qui est très classique, c'est d'entendre tout ce qui est à toi est à moi, et puis en fait, on se rend compte que le couple est marié en séparation de biens. Alors, même si dans les faits, on peut imaginer que on a envie d'être généreux et de tout partager et de ne pas faire de différence, en pratique, les différences sont bien là quand on est en séparation de biens, et ça se démontre en fait au moment des séparations, où malheureusement il y a beaucoup de couples, et notamment de femmes, qui se retrouvent un peu surprises au moment de la séparation, en pensant qu'elles avaient partagé tout pendant toute l'union du mariage, et qui finalement se retrouvent au moment du divorce avec beaucoup moins de richesse que prévu. Ce qui veut dire que vous êtes en train de préconiser, sans le dire, la séparation de biens ? Non, pas particulièrement. En fait, moi, je pense que le bon régime, ça dépend du couple, des métiers de chacun, de leurs valeurs et de leur patrimoine. En fait, tous les régimes ont des avantages et des inconvénients. Moi, ce que je dis juste, là où au contraire je suis assez contre, c'est la séparation de biens de manière automatique. Parce que jusqu'à présent, en fait,
moi, j'ai beaucoup entendu ça quand j'ai moi-même cherché à me marier. On nous a beaucoup dit, il faut absolument protéger la richesse, protéger l'individu. Donc, la réponse, c'est la séparation de biens. Alors, il se trouve que pour nous, c'était tout à fait cohérent, adapté, parce qu'on est entrepreneur, donc ça a du sens. Mais ça l'est pas forcément pour tous les couples. Et le problème de ça, c'est que malheureusement, quand on vit ensemble, on a forcément un impact sur les finances de l'autre. Qui se retrouve malheureusement pas toujours pris en compte dans la séparation de biens. Ma dernière question pour vous, si un couple devait retenir une seule règle après la lecture de votre livre, laquelle serait-elle ? La première, je pense... une seule règle. Je vais essayer de me concentrer là-dessus, mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'en parler. Oui. Et puis ensuite, de bien définir ensemble ce qui va être de l'ordre des valeurs de couple. Notamment, par exemple, sur la façon dont on va dépenser et si ça va être des dépenses communes ou personnelles. Réfléchir, se poser à deux sur ce qu'on considère commun et personnel, pour qu'ensuite, après, en découle un vrai cadre et un vrai modèle qui puisse les satisfaire. Merci à vous. Merci beaucoup, mon cher Thomas, et je rappelle donc que vous êtes Marie-Laïa Simon, l'auteur de ce livre « Ils vécurent heureux et prirent un compte commun ». C'est aux éditions Erol. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Thomas, nous sommes ce dimanche avec Olivier Malteste, professeur de finance à Paris-Dauphine, et vous allez revenir avec lui sur ce que l'on peut, si on peut, retenir des débats de l'Assemblée nationale sur le budget. Oui, Maxime, et d'abord des chiffres. 125 heures de débat pour au final aboutir sur un seul député favorable au texte. Il doit se sentir un peu seul, ce garçon. C'est ce qu'on appelle de l'efficacité parlementaire, Olivier. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, cher Thomas, j'ai décidé de m'arrêter que sur le positif en ce dimanche. D'accord. Et ça, c'est une prouesse. C'est pas mal. Je vais ainsi laisser de côté la tentation de toujours taxer davantage l'épargne, laisser de côté également la taxe Zuckman, qui a été rejetée quand même finalement par l'Assemblée, et même oublier le projet de taxe sur l'épargne non productive, qui prévoyait notamment une pénalité sur les rendements des fonds en euros, placement qui investit massivement dans la dette française. Et donc, qu'avez-vous réussi à retenir de positif de ces semaines de débat ? Eh bien, le PER, le plan d'épargne retraite, dans ce climat d'innovation fiscale, n'avait pas été touché par les votes des députés. Et alors que l'extrême majorité d'entre eux ont souhaité mettre en pause la réforme des retraites, nos élus semblent bien conscients de la nécessité de ne pas décourager l'épargne spécifiquement dédiée à nos vieux jours. La retraite par capitalisation semble même progressivement ne plus être un tabou. Alors justement, et d'ailleurs, cette retraite par capitalisation, d'après vous, pourrait être la solution ? Oui, mais en complément du système actuel par répartition, cela pourrait effectivement donner un petit peu d'oxygène. Mais attention à la manière dont seraient gérés ceux ou ces fonds de pension. Si les cotisants espéreront avant tout la performance, évidemment, l'homme politique, lui, pourrait tenter d'orienter les investissements vers le soutien à l'emploi ou à la souveraineté économique, par exemple. Alors, ces objectifs sont évidemment importants, mais ils peuvent entrer en conflit avec la recherche de rendement. Alors, pour finir cette chronique avec vous, mon cher Olivier, quel serait donc votre conseil ? Quoi qu'il arrive, ne délaissez pas votre épargne individuelle pour préparer votre retraite. Regardez du côté du PER, les fameux plans d'épargne retraite si vous n'en possédez pas encore un, et alimentez-le si vous en avez déjà un. Il faut profiter du temps long d'épargne pour la retraite pour considérer les actifs de long terme, comme les actions, et opter pour des versements réguliers qui permettent de se constituer une épargne, mais également de répartir les points d'entrée sur les marchés financiers. En résumé, ne laissez pas le bruit des taxes sur l'épargne vous ralentir. Merci Olivier. Et merci beaucoup, mon cher Thomas. On vous retrouve donc, comme d'habitude, la semaine prochaine, donc le dimanche, à partir de 9h. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.